Lecture du livre du prophète Habakkuk. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi, violence, sans que tu te sauves. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, disputes et discordes se déchaînent. Alors, le Seigneur me répondit: tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Psaume 94. Aujourd'hui, si vous entendez ça,
Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, c'est nous entendez sa voix dans le Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, si nous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est la bonne nouvelle qui nous a été annoncée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent à Jésus, augmente en nous la foi. Le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré et gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à la table? Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je boive et mange. Alors tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres?
De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Proclamons notre foi. Terre d'accueil. Pour tous ceux qui ont dû quitter leur pays, souvent au péril de leur vie, pour qu'ils puissent bénéficier d'un accueil bienveillant et chaleureux et reconstruire leur vie dignement. Seigneur, nous te prions. Cette semaine se déroule à Rome le jubilé de la vie consacrée. Nous rendons grâce pour toutes les personnes qui donnent leur vie au Seigneur, pour tous les prêtres, les religieux et toutes les personnes engagées au service de l'Église. Accompagne chacune d'entre elles dans leurs différents ministères. Accompagne tous les jeunes qui s'interrogent sur la vocation. Seigneur, nous te prions. En ce dimanche où le Seigneur nous appelle à être serviteurs, nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui œuvrent au service de l'Évangile dans le monde et à nos côtés, dans notre diocèse, notre doyenné, notre paroisse. Accompagne chacun d'entre nous sur son propre chemin de foi. Suscite en nous une attitude active de dialogue et d'annonce de la bonne nouvelle. Seigneur, nous te prions. En cette journée festive où les citoyens de notre petite République se réunissent, nous te rendons grâce, Seigneur, pour notre communauté, pour toutes les personnes ici présentes ou retenues à la maison, les personnes dans l'épreuve, la maladie, la solitude et dans le doute, pour tous les citoyens d'honneur qui nous ont quittés dernièrement et pour leurs familles. Nous prions aussi pour Mariette Carré et Gilbert Fèvre, dont les obsèques ont eu lieu cette semaine, et pour Pierre Comte, dont les obsèques auront lieu mercredi à 14h30 à La Chaux. Seigneur, nous te prions. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires
inspire toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. et l'assistance. Sur la place et devant le monument, nous comptons sur votre discrétion et sur le calme pour ce moment important de mémoire et de recueillement. Bonne journée à vous tous. Nous aurons tout à l'heure le baptême de Victoire. C'est pas un jeu de mots, c'est son jeu. Ah, voici la deuxième annonce de tout à l'heure. Bonjour à tous. Depuis 20 ans, des élèves du lycée de Jeanne d'Arc participent à un pèlerinage de rosaire à Lourdes. Ils accompagnent les malades à ce séjour. Nous proposons des nougats pour financer une partie du voyage. Merci pour votre aide, je vous souhaite une bonne journée. Amen.
Allez dans la majesté. Comment?
Hymne national Sauget, par la musique de J.E. Il y a une déviation. Oui, non, mais c'est bien indiqué. Vous n'oubliez pas, oui, après le rond-point. Non, mais non, mais c'est bien indiqué. Ça va? Ça va. Chers amis, c'est un grand honneur et un vrai plaisir de vous accueillir, comme chaque année, pour notre journée des citoyens d'honneur. Bienvenue dans la République du Sauget. Votre présence nombreuse est un encouragement pour tous les bénévoles, les membres de l'association, le Premier ministre et son gouvernement, tous les bénévoles et notre secrétaire général qui se dévoue pour que cette journée soit réussie. Que vous veniez pour la première fois ou que vous soyez de fidèles participants, je vous adresse mes remerciements les plus chaleureux. Grand merci à Monsieur le maire de Juillet et à la municipalité qui nous accueille dans cette salle omnisport. À sa demande, je dois vous exprimer les profonds regrets de Madame Annie Genevard, fidèle depuis toujours dans notre rassemblement, qui ne peut pas être des nôtres. Je regrette également l'absence de Monsieur le préfet, qui a eu un empêchement de dernière minute, et je regrette d'autant plus que je devais lui remettre les insignes de citoyen d'honneur du Sauget. Nous avons une pensée toute particulière pour messieurs Jean-Paul Nicoulin, Jean-Claude Serry, Guy Picard, citoyen d'honneur et bienfaiteur de notre République
qui nous ont quittés. Sans oublier M. Jean-Louis Debré, ancien ministre, malheureusement décédé en ce début d'année et qui devait être parmi nous aujourd'hui et recevoir l'insigne de citoyen d'honneur de notre République. Je rappelle qu'en 1975, il y a donc 50 ans, dans une salle de l'abbaye à Montbenoît, sous la présidence de Gabriel, assisté de l'abbé Martial Jantet, initiateur de la restauration de notre abbaye, s'est déroulée la première cérémonie de remise des insignes de notre République. Cette cérémonie a pris beaucoup d'ampleur au cours de ces 50 années, puisque nous avoisinons aujourd'hui les 500 convives, ce qui justifie notre présence dans ces salles plus appropriées. Sachant que le premier citoyen d'honneur fut le président Edgar Faure, avec les membres de l'association de notre République, nous avons tenu, à l'occasion de ce jour anniversaire, de vous présenter une vidéo réalisée à l'époque par Télésauget, place de l'Abbaye. Vous y retrouverez le sourire et l'amabilité de Gabriel Pourchet et l'art inégalable de plaire et de faire plaisir du président Edgar Faure. Je vous laisse voir la vidéo. Monsieur le Président, je suis heureuse, très heureuse de vous accueillir dans la petite République et puis surtout à Montbenoît, là, où vous êtes déjà venus tant de fois et nous gardons un si bon souvenir de vous. Je suis vraiment heureuse de vous avoir toutes. Je salue aussi toutes ces personnalités qui sont là, qui nous honorent de leur présence aujourd'hui. Chère Présidente, c'est pour moi très émouvant d'être auprès de vous. Nous nous connaissons depuis longtemps. Vous savez que j'appartenais déjà un peu à la République du Sauget, du temps du président, votre cher époux, et vous avez repris le flambeau. Grâce à vous, cette République est actuellement en pleine prospérité. Elle est citée dans le monde entier. Elle équilibre son budget, elle a de bonnes relations avec tous ses voisins, et elle porte partout le message de la paix. Je suis heureux d'être citoyen du Sauget. C'est l'ouvrier Sauget. Fin Rafon, Katlabeil, Kachat, Desaïd, les Ramon. Elle vendrait pas de chaîne à l'amande, Clafon, Calsus, les Paro, les Gachov. Eh bien, voyez-vous, j'ai fait des voyages ces temps-ci. J'étais dans des pays variés, à l'Union soviétique. J'ai été en République de Mongolie extérieure. Un pays très pittoresque, situé dans les montagnes, un peu comme ici, plus haut d'ailleurs, où les gens vont encore à cheval toute la journée. Et là, partout, on me demandait d'où j'étais. Je disais, voilà, je suis un peu d'ici, un peu de là, mais mon cœur est dans une petite république française qui s'appelle la République du Sauget. Eh bien, les gens étaient heureux de cela. C'est pour ça que je suis aujourd'hui très heureux de me trouver auprès de vous, dans cette République et dans cet esprit d'affection. Nous deux, vous et moi, nous avons connu de dures épreuves, Madame Pourchet. Mais nous avons autour de nous l'amitié, l'affection de cette communauté, cette sorte d'aura que nous donne l'attachement à une tradition, à un nom. C'est un grand réconfort. Et je trouve auprès de vous beaucoup d'affection. Merci, Madame Président. Permettez-moi de vous embrasser, si on peut nous prendre ainsi. Merci, Monsieur le Président. Aussi vraiment de belles paroles historiques pour notre Sauget. Maintenant, je donne la parole à Marcel Pochard, pur Sauget, et qui a travaillé longtemps, de 1982 à 1987, en tant que directeur général des services à la région dont le président était Edgar Faure. Je lui laisse la parole. Alors, comme vous le voyez,
notre vénéré président de la République du Saugeais, Simon, m'a confié le soin de rendre hommage en votre nom à tous à notre premier président d'honneur, le président Edgar Faure. Et je suis bien ému en entendant les propos que vous avez entendus comme moi tout à l'heure. Cela me rappelle extrêmement agréablement plus de 5 ans pendant lesquels j'ai été son collaborateur à la région Franche-Comté comme directeur général des services. Et je salue un autre membre de cette équipe de l'époque qui est un bourri et qui est Jean-Louis Tissot. À l'époque, le président Edgar Faure était déjà au soir de sa vie, vous l'avez vu, mais il était, pour le moins, en plein éclat de son immense personnalité. Il venait au demeurant, et je dirais au surplus, d'épouser une jeunette, Marie-Jeanne de Nau, dont il gommait la différence d'âge. Elle avait 36 ans, lui 72, par sa fameuse boutade. C'est la seule femme dont je puisse dire qu'elle est ma moitié. Bien illustre l'immense personnalité d'Edgar Faure, mieux que le titre dont le grand journal Libération a barré toute sa première page lorsqu'il est décédé en 1988, il allait avoir 80 ans. Ce titre était « Dieu rappelle Edgar Faure en consultation ». On ne peut mieux dire son aura ni l'image qu'il avait de personne apte à régler tous les problèmes. D'où pouvait bien venir cette aura? Pas besoin de chercher bien loin, c'était un homme hors norme, une personnalité à l'éclectisme dont il est difficile d'imaginer, et pas seulement en raison de sa fabuleuse carrière politique que j'évoquerai tout à l'heure. Il le démontre très tôt. Il est bachelier à 15 ans et demi. À 19 ans, il s'inscrit au barreau, alors qu'il n'a même pas l'âge légal de la majorité de l'époque, qui était 21 ans. Il devient le plus jeune avocat de France. Il faut le dire, en fait, il était doué de tous les talents. Il était d'une intelligence lumineuse. Je mets cette qualité en tout premier, c'est celle qu'il appréciait le plus parce qu'elle permettait de voir clair dans toutes les hypothèses. Il était un orateur éblouissant. On le sait tous, il ne manquait pas de le rappeler, sans fausse modestie. Interrogé un jour sur le nom des 3 meilleurs orateurs de l'époque, il répond « Je cherche le nom des 2 autres ». Il avait une mémoire prodigieuse. On dit qu'au cours d'une réunion de ministres, le président Pompidou s'était mis à réciter les premières strophes du Bateau ivre de Rimbaud. Il s'était un peu embrouillé et Edgar Faure avait tout repris jusqu'à la fin. Il avait une vaste culture qui était tirée de son goût immodéré pour la recherche et pour le savoir. Le témoignage le plus étonnant de cette soif de connaître, c'est l'aventure absolument incroyable dans laquelle il s'est lancé à plus de 50 ans, en se présentant à une agrégation les plus difficiles qu'il soit, l'agrégation de droit dans la spécialité du droit romain. Il risque beaucoup à l'époque, et c'est un précédent dans les annales universitaires, parce qu'il y va un peu de son image de grand homme. Il réussit brillamment, il disserte sur les sujets les plus techniques, comme la fiscalité au temps de Dioclétien. C'est un immense succès. Il est vrai qu'Edgar Faure a toujours eu un travail de recherche sur le feu. Et quand je dis travail de recherche, c'est également un écrit, parce qu'il adorait l'écriture, et il a écrit sur à peu près tous les sujets qui l'intéressaient. Ça pouvait aller des pères de l'Église. Il adorait les pères de l'Église,
en tout premier lieu saint Ambroise. Il nous l'a cité 1000 fois, vous savez ici, vous vous souvenez, son épître aux pérégrins de Rome. Mais il s'intéressait aux grands événements historiques, il s'intéressait aux grandes réformes. Il a écrit sur Turgot, il a dû avoir écrit une dizaine de livres, et ce n'est évidemment pas pour rien que l'Académie française l'a fait sien en le faisant académicien, un titre qu'il aimait beaucoup et qui lui permettait de porter un aussi bel avis que Dimitri, que nous avons lu au début de la messe, le tricorne notamment, et il en était aussi fier que d'aucuns pourraient être fiers d'avoir le prix Nobel. Et il ne se contentait pas au demeurant d'œuvres savantes, il pouvait s'aventurer sur des domaines plus coutumiers, et vous savez qu'il a écrit des romans policiers. Le dernier de ses romans policiers, il l'a écrit en 1986, c'était vraiment 4 ans avant sa mort, et il s'adonnait aussi à la composition. Vous savez qu'il était auteur-compositeur, et pour ceux qui ont assisté à l'inauguration du pont de Ville-du-Pont, ils ont dû entendre pour la première fois sa grande composition « La vie ne dure que pour un instant et le reste du temps on attend ». C'était un hymne à Jeanne-Marie, quelque temps après le décès de Lucie. Mais il était également pianiste. Et on l'a vu, vous l'avez vu comme moi, aux grosses têtes de Philippe Bouvard. Alors peut-être que l'atout le plus impressionnant chez lui, et qui a été une espèce d'arme secrète, c'était son sens des beaux mots, des boutades. Il était extraordinairement drôle. D'ailleurs, il n'aimait pas s'ennuyer et il n'aimait pas ennuyer. Alors, pour illustrer ces bons mots, quelques exemples que je vais vous donner parce que vous l'attendez. Il y a dans le registre de l'autodérision, lorsqu'il veut se faire pardonner des travers, comme son goût du compliment, il dit « J'aime que l'on dise du bien de moi, mais quelquefois je suis obligé de m'en charger moi-même. » Ou son rapport à l'argent, « Ce n'est pas que j'aime l'argent, c'est que j'aime le dépenser. » Ou ses changements d'appartenance politique. Il faut savoir changer de parti si l'on veut ne pas changer d'opinion. Et puis il avait ses coups de griffe aux partis politiques, notamment lorsqu'il avait l'impression que l'on manquait un peu de hardiesse. Il a eu cette formule qui disait « L'immobilisme est en marche et rien ne l'arrêtera. » Et sur le centre, parce qu'il a appartenu beaucoup à un courant centriste, qui n'est pas le courant le plus apprécié dans le Haut-Doubs, encore que je rappelle qu'aux temps anciens, on diffusait l'Aube, et il disait le centre a le droit de vivre, mais à condition de faire le mort. Ce qui était assez vrai. Alors cela dit, c'est vrai que ce qui est le majeur dans l'aura d'Edgar Faure, c'est tout de même sa fabuleuse carrière politique. Il a eu tous les mandats, vous le savez, toutes les fonctions parlementaires, ministre pendant 42 ans. Il a été président de l'Assemblée nationale et au niveau local, il a eu tous les postes de maire, conseiller général, président de conseil général et éventuellement maire battu aux élections à Pontarlier. Il a été en tout cas une figure centrale de la vie politique et au centre du jeu, avec 2 temps forts dont il était particulièrement fier. Le premier en 1955, où il a été pendant 11 mois président du Conseil, c'est-à-dire à l'époque, sous la 4e République, le vrai détenteur du pouvoir au sein de l'État en France, puisque le président de la République n'avait pratiquement pas de pouvoir. Personne ne lui conteste sa réussite et cela lui a valu sa stature d'homme d'État. Et puis le deuxième temps fort,
Plus marquant encore, c'est en 1968, lorsque De Gaulle fait appel à lui à nouveau, après l'avoir fait en 1963 pour aller à Pékin auprès de Mao Tse-tung, préparer la reconnaissance de la Chine par la France, puis en 1965 pour la mise en place du marché commun agricole, ce qui fait qu'il connaissait mieux que tout la plupart des règlements agricoles, y compris même que le président Michel Jeannot, qui était alors le président de la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles. Mais c'est surtout en 1968 que De Gaulle fait appel à lui pour apporter une solution à la crise universitaire qui secoue notre pays. C'est la pagaille totale. Les examens de juin n'ont pas eu lieu, aucun examen. Et on se demande bien comment la rentrée va se faire. Encore un peu, lui dit le général de Gaulle, on va permettre aux étudiants de se délivrer eux-mêmes leur diplôme. Il réussit au-delà de toute espérance. Il est nommé ministre le 12 juillet 1968. Le 12 octobre, 3 mois plus tard, après un travail forcené et 1000 consultations, il y passe tout son temps et on se demande comment il va pouvoir bourrer sa pipe. Le 12 octobre, il soumet à l'Assemblée nationale en première lecture un projet de loi qui refonde notre système universitaire sur des bases totalement nouvelles, qui sont encore les bases d'aujourd'hui. Et prouesse suprême, ce projet est adopté à l'unanimité, 441 voix pour, contre 0. La classe politique est médusée et la presse ne ménage pas ses compliments. Un exposé de cette qualité qui écrit Le Monde à propos de son discours à l'Assemblée nationale surclasse tous ceux que l'on avait entendus en ce domaine depuis longtemps. Louis Jox dit « Certains ont applaudi du bout des mains, ils ne savent pas ce qu'est le talent ». On a du mal à imaginer l'aura d'Edgar Faure à ce moment-là. Il est unanimement célébré et porté au pinacle. Ce qui mérite peut-être le plus que l'on s'y arrête dans ce résultat, c'est l'art de gouverner que révèle Edgar Faure, c'est-à-dire cette capacité supérieure qu'il avait n'appartient qu'aux hommes d'État de premier plan, de percevoir en profondeur la réalité des situations, d'en mesurer les enjeux et de fixer le cap à tenir en dehors des sentiers battus. Comme on le sait, il n'est pas de bon vent à qui ne sait d'où il vient et où il va. Autant dire que l'on aimerait que cet art de gouverner d'Edgar Faure vienne, telles les langues de feu de la Pentecôte, se poser sur la tête de ceux qui vont nous gouverner. Et il est une ultime raison à l'aura d'Edgar Faure sur laquelle je voudrais insister pour terminer, de nature différente, et qui est tout simplement l'homme qu'il était. Et c'est là où l'on retrouve ce qui pouvait lier Edgar Faure et le Sauget. Il était un homme d'un naturel affable et chaleureux, d'humeur égale. Il ne se mettait jamais en colère, ce qui était pour lui un signe de faiblesse. Il n'était jamais stressé et encore moins dépassé par les événements. Une anecdote, si vous permettez, sur le sujet. Lorsque nous avons lié la Franche-Comté, un pacte avec le Val d'Aoste, la petite région voisine. C'était un acte relativement bénin. Et on avait prévu une signature en grande pompe de cet accord Franche-Comté-Val d'Aoste à Besançon. La veille de la signature, voilà que l'État prend peur. Le préfet nous dit « il est impossible de signer son accord, c'est un précédent, la région empiète sur les pouvoirs de l'État ». On se demandait quoi faire. Eh bien, le président Edgar Faure dit qu'à cela ne tienne. On ne veut pas d'accord, donc nous allons signer un non-accord. Et il a passé toute sa journée à à un peu se moquer des pouvoirs publics et notamment du préfet qui était là. Et il a passé sa journée à parler du non-accord que l'on passait avec le Val d'Aoste. Il faut reconnaître qu'il aimait la vie,
il détestait s'ennuyer, je l'ai dit. Il répudiait aux palabres sans fin et il appréciait plus que tout le contact humain et la proximité des autres. Et pour tout dire, c'est ce côté humain, j'en ai terminé, et sa profonde humanité qui m'aura le plus frappé chez Edgar Faure. Il portait de l'intérêt aux uns et aux autres, petits et grands. Michel Cher, qu'il a succédé à l'Académie française, va jusqu'à dire qu'il avait le don de tirer de chacun le maximum de bon et de bien et de créer une sorte d'osmose entre lui et ses interlocuteurs. Je suis d'accord, il était l'opposé de la déconnexion que l'on dénonce à tout bout de champ entre les gouvernants et les gouvernés. Et il avait un profond besoin de cette osmose. Elle était pour lui un vrai ressourcement. Il l'a dit lui-même dans une interview en 1955, je vous le lis du Edgar Faure. « Nous autres, hommes politiques, sommes des hommes et des femmes comme les autres, sensibles. Et plus nous avançons dans les épreuves et les honneurs, au lieu de devenir plus coriaces, nous devenons plus affectifs. C'est une très grande joie quand on sent de l'amitié et de la compréhension. C'est une justification et une finalité de notre action. C'est pourquoi je suis persuadé que c'est certainement dans les relations directes nouées ici dans le Haut-Doubs, comme auparavant dans le Haut-Jura, dans le Sauget, auprès de Madame Pourchet et de nombreux d'entre vous ici présents, ou lorsqu'il chantait la chanson du Sauget, parce qu'il la chantait tout autant qu'il la disait, que le président Edgar Faure a trouvé le plus de ces marques de cordialité, de ces échanges sans arrière-pensée, de ces gestes d'amitié qui font l'équilibre de la vie et où il a puisé le soutien qui lui a permis d'être ce qu'il a été. C'est donc à juste titre qu'il a pu être fait, cher Simon, premier citoyen d'honneur du Sauget, et c'est à juste titre qu'aujourd'hui, il lui est rendu hommage à ce citoyen d'honneur. Merci. Merci Marcel. Je crois que nous ne pouvions pas avoir un plus beau témoignage sur la vie de notre premier citoyen d'honneur. Alors maintenant, je crois que vous avez été très patients. Je vous souhaite bon appétit et bon après-midi dans la convivialité. Merci. Elle est véritablement amoureuse de ce territoire. Elle va rentrer dans la capitale ce soir ou demain, je ne sais pas, avec les insignes de citoyenne d'honneur. Et je pense que dans la capitale, elle va faire des envieux, n'est-ce pas, madame? Je disais, c'est la seule dame de l'édition 2025. Elle est la secrétaire d'un puissant réseau structuré qui défend les intérêts matériels et moraux des entrepreneurs du bâtiment. Merci d'accueillir avec nous Madame Lisa Motin. Dernière d'une famille d'immigrés portugais de 4 enfants, votre enfance commence dans un bidonville à Champagny-sur-Marne, en banlieue sud-est de Paris. À l'âge de 7 ans, vos parents obtiennent un logement HLM où la famille peut enfin trouver un peu de confort et de sécurité. Vos études n'étant pas des plus brillantes, obtention du bac G2 avec difficulté, votre force de caractère vous conduit vers une carrière professionnelle plus qu'honorable. Vous débutez dans une agence de publicité, poursuivez à la maison de haute couture Paco Rabanne, où vous vous épanouissez dans le milieu de la mode. Aujourd'hui, et ce depuis 30 ans, vous travaillez au pôle publicité de la CAPEB nationale, qui est en charge de l'édition du bâtiment artisanal et de la commercialisation
et rencontre des métiers du bâtiment. Je précise que le cycle CAPEB signifie Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Je profite de votre présence pour saluer plusieurs représentants de votre organisme ici présents, en particulier M. Philippe Henriot, notre douanier, et Mme Morgadino, respectivement président et vice-présidente du Doubs. C'est avec plaisir que je vous remets l'insigne de citoyen d'honneur de la République du Saugeais. Après le discours de monsieur, qui était magnifique, j'avais rien préparé, du coup, voilà. Alors tout d'abord, merci à tous. Je suis très émue, comme le président Edgar Faure, qui a été le premier citoyen d'honneur. Moi, je suis la plus. C'est vrai. Bon. Alors, très honoré et touché de recevoir l'insigne de citoyen d'honneur de la République du Saugeais des mains du président M. Simon Marquet. Un grand merci. Et un bon anniversaire à cette République qui fête aujourd'hui ses 50 ans. C'est bien cela. Un petit clin d'œil à Philippe Henriot, le président de la CAPEB du Doubs, qui est juste là, et qui est un douanier sur les trois. Ben voilà. Alors, je vais me permettre une petite aparté. En ce mois d'octobre rose, je voulais avoir un petit mot pour toutes ces femmes qui aujourd'hui ont peut-être souffert d'un cancer du sein, qui en souffrent. Et je tenais à leur dire que le meilleur est à venir. Voilà. Merci à vous tous et excellente après-midi. Merci. Bien, mesdames, messieurs, je vous souhaite de continuer avec un bon appétit et puis on se retrouve tout à l'heure. Tout va bien ou touillon? Oui, pas de souci. Eh bien, c'est le principal. Ne pas être trop dépaysé. Il va rejoindre dans quelques secondes le président pour la remise des insignes de citoyen d'honneur. C'est un habitué des manifestations et d'organisations, et en particulier au sein de la confrérie Les Houes d'Or à la Saint-Vincent de Champlitte. Tout un programme. C'est le véritable couteau suisse. Il est organisateur, il est animateur, il est photographe. C'est un fervent défenseur des traditions populaires. Alors nul doute que dans le Saugeais, il ne doit pas être dépaysé. Sous vos applaudissements, je vous demande d'accueillir Monsieur Jean-François Maillot de Saint-Vincent de Champlitte. Monsieur Maillot, retraité de l'éducation nationale, après une carrière d'instituteur sur plusieurs postes, vous terminez directeur d'école à Echno-la-Méline, près de Vesoul. Vous vous investissez alors dans la vie du village de Champlitte et plus particulièrement au service de la confrérie de Saint-Vincent. Vous succédez à l'abbé Jean-Christophe Demare, décédé en janvier 2021, en reprenant son rôle lors des intronisations à la confrérie des Houes d'Or. Je me dois de rappeler les liens d'amitié qui existaient entre l'abbé Jantet, restaurateur de notre abbaye, assisté de Georges puis de Gabriel, assurant successivement la présidence de notre République, et la famille d'Albert Demare,
fondateur du musée départemental des arts et traditions populaires de Champlit. À cette époque, les Comparses de Chanit, groupe folklorique de Champlit, animaient déjà les kermesses au profit de la restauration de notre abbaye. En juin de cette année, ils sont venus nous offrir leur plus belle danse le jour de la fête autour de l'abbaye. Ces liens ne se sont jamais rompus. Chaque année, une délégation de notre République se rend à Champlit en janvier pour la fête de Saint-Vincent, organisée par la confrérie des Houdors. J'ai eu l'honneur d'en recevoir les insignes en 2020 de votre part. En signe de cette amitié partagée, c'est avec plaisir que je vous remets à mon tour l'insigne de citoyen d'honneur de la République du Saugeais. Alors, je vais vous parler quand même des personnes qui ont été très importantes pour moi et replacer un petit peu donc qui étaient Albert et Jean-Christophe, Albert Demar et Jean-Christophe, qui ont été finalement, si je suis ici, c'est bien grâce à eux. Donc Albert Demar était né à Champlit en 1910, il est le fondateur du musée départemental des arts populaires et traditions populaires de Champlit. D'abord berger, ouvrier en tannerie, puis jardinier, il a eu l'idée de créer un musée pour sauvegarder la mémoire du monde rural. Avec sa femme Félicie, il a collecté de nombreux objets qui ont contribué à la création du musée en 1957, devenu départemental en 1963. Il en fut le premier conservateur et meurt en 1980. Jean-Christophe Demar, leur fils unique, était prêtre du diocèse de Besançon, docteur en histoire et conservateur des musées départementaux de Champlit et de Château-Lambert. Il a poursuivi l'œuvre de ses parents au musée et a été l'initiateur de l'amitié franco-mexicaine ainsi que le chef d'orchestre du renouveau de la Saint-Vincent à Champlit. Il est décédé le 17 février 2021, il y a donc bientôt 5 ans. Je vais parler un petit peu de moi. Si je suis ici devant vous, je le dois à l'abbé Jean-Christophe Demar. Il m'a demandé de lui succéder à la Saint-Vincent de Champlit pour remplir son rôle dans l'intronisation à la confrérie des Houdors. Je fus moi-même intronisé le 22 janvier 2016, il y a bientôt 10 ans. Et j'ai eu l'honneur d'introniser le président de la République du Saugeais en 2020. J'étais élève au petit séminaire de Luxeuil de 1967 à 1973. Et le père Demar, c'est ainsi qu'on l'appelait, avait été nommé directeur en septembre 1969. Il avait d'ailleurs reçu un appel téléphonique alors qu'il était au Mexique, lui annonçant sa nomination. J'ai donc bien connu l'abbé Demar, puisqu'il était aussi mon professeur d'histoire géo. Une relation de confiance est née à cette époque. J'ai obtenu certaines responsabilités, j'en parlais tout à l'heure à table, en tant qu'élève, et ce n'est que bien plus tard que j'ai compris la confiance qu'il me faisait. J'ai accompli une carrière d'instituteur sur plusieurs postes, en terminant donc directeur d'une école à Échelon-la-Méline, à côté de Vesoul. J'ai certainement été influencé dans ma pratique par l'empathie qu'éprouvait Jean-Christophe envers ses élèves. Il exerçait sa mission avec une certaine sensibilité et une grande humanité. Je suis aujourd'hui retraité de l'Éducation nationale et depuis 2012 photographe professionnel, car passionné depuis mon enfance par ce métier, surtout cette pratique. Je suis également président des anciens élèves et ami de l'abbaye et de l'école Saint-Colomban de Luxeuil, à la suite de Jean-Christophe. Comme vous le voyez, à la manière de Saint-Colomban, il m'a indiqué un chemin à suivre.
C'est ainsi que je me suis investi dans la vie du village de Champlitte, et plus particulièrement celle de la confrérie Saint-Vincent. Malgré peut-être la distance entre mon village Colombier et Champlitte, j'essaie d'apporter un certain regard extérieur, comme le fait un photographe qui observe et ressent ce que plus personne ne voit. J'ai immortalisé en photo et vidéo plusieurs Saint-Vincent et autres manifestations à Champlitte, comme celle qui touche au jumelage avec le Mexique. J'ai exposé la Saint-Vincent à Vesoul et Besançon. Je gère le site de la Saint-Vincent également. Je l'ai créé aussi. J'ai travaillé et permis l'exposition photo de migrants, dont des Ukrainiens, au musée de Champlitte, qu'ils ont pu visiter, ainsi que le musée de la montagne de Château-Lambert. Le rôle que j'accomplis permet la diffusion des traditions et du patrimoine de Champlitte et de la Haute-Saône. Et vous avez dû me voir un petit peu divaguer, un petit peu de temps, même pas mal, à l'église, pour être aussi dans cette mission, par la suite, de parler de ce qui se passe ici, avec la République du Saugeais. Je vous invite donc à venir nombreux à la prochaine Saint-Vincent, le samedi 24 2026. Pour certains, ça va faire loin. Nous aurons une pensée toute particulière pour l'abbé Jean-Christophe Demar, puisqu'il y aura 5 ans donc qu'il nous a quittés. Juste pour finir, je rappelle ce que nous, ses anciens élèves, avons inscrit sur sa tombe. Nous nous enrichissons par nos différences. Nous nous enrichissons par nos différences. Phrase qu'il a prononcée lors de la Saint-Vincent 2018, il était encore à peu près valide. En ces temps perturbés, méditons cette ouverture aux autres qu'il nous a transmise. Nous nous enrichissons par nos différences. Merci. Dernière intronisation de cette édition 2025. On aura après un autre petit événement, pas si petit que ça d'ailleurs. Alors on va changer radicalement de registre. Mesdames, Messieurs, il me semble presque incongru de présenter le futur intronisé, mais pour moi c'est tout de même le champ des possibles. Il y a déjà un message. Depuis 10 ans maintenant, c'est un ambassadeur brillant de notre belle région. Il aurait pu le faire dans la filière comté, il a choisi une autre voie, à la fois plus artistique et plus musicale. Il revendique sa culture rurale, il revendique également une authenticité qu'il sait traduire dans la sonorité de sa guitare, qui est véritablement le prolongement de lui-même. Cette authenticité, nul doute qu'il la retrouvera en pays saugé, où il doit facilement pouvoir s'identifier. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir M. Lilian Creneau, auteur, compositeur et acteur. Lilian, tu es né à Mamirol dans une fratrie de 6 enfants. Dès tes 6 ans, ton institutrice découvre ta voix et t'offre ta première scène, ta classe. Très vite, tu chantes pour tes amis, tu composes tes propres chansons et la musique prend déjà toute sa force, toute la place. À 13 ans, tu formes ton premier groupe, tu joues alors localement, fidèle à ton besoin d'échanger et de partager. Issu d'un monde rural, tu te tournes vers le métier de fromager en obtenant ton BTS à l'ENIL de Mamirol. Tu n'es pas parti bien loin. Où tes camarades profitent déjà de tes chansons au cours de soirées étudiantes. Un ancien professeur présent dans la salle te décrit comme un élève, modèle, bosseur, sérieux.
Desam che adesso nu amondo, quando so io do sletpeno. Desam che notre terra è ronda, que la vaira nec peon amo. Toutes ces contes de Fabin Louquer qui n'y a renté que notre sachet, que cette chanson peut en secret, ou peut-être peuple que les repensés. Célébrer sa fait la fonta, la bailazza donzili l'amo. Ils ont des précieux dans la monta, la fonte, la chute, les mours, les échelons. Célébrer sa fait la fonta, la bailazza donzili l'amo. Le tvilodian setzi la glena, clo bandu crieur roussadji. Mais pour y faire la zbourateta, que la gros mariée sans matelet. Quand l'heure finit, c'est pas toute ça, l'oupon va pas de salade, znerat, naren maigrite à mes enfants, l'oubon d'yotre notre association. Et avec nous, ça fait? Célébrer sa fait la fonta, la bailazza donzi l'amour. Ils vendraient plus dans le monta, la franque, la chute, les mourants, les échelons. Célébrer sa fait la fonta, la bailazza donzi l'amour. Célébrer sa fait la fonta, la bailazza donzi l'amour. Merci à vous.